Bonjour, on va essayer ensemble de réaliser le schéma de synthèse vu. Nous allons essayer de le travailler selon 4 aspects pour faire le bilan de ce qui a été fait en classe, selon le point de vue de l'histoire, celui de la géographie, des sciences politiques et de la géopolitique. Alors c'est un schéma qui est vaste, prévoyez de la place. On va le détailler pas à pas. Alors, tout d'abord, si l'on regarde le point de vue historique, si l'on s'intéresse à l'évolution du territoire jusqu'en 1922, ce qui compte, c'est déjà que cet État il a été créé au 8e siècle à partir de l'État de Kiev par les Vikings, et c'est le berceau de la Russie. Il faut bien entendre cela, c'est le berceau de la Russie, c'est quelque chose de très important pour les Russes. Kiev est donc considéré comme la première capitale de la Russie par les Russes. En 988, Vladimir le Grand, qui donc dirigeait l'État de Kiev, se convertit au christianisme, l'origine de la Russie, je répète. Au XIe siècle, c'est l'apogée de cet État de Kiev, le plus puissant État d'Europe. Une période va s'écouler jusqu'en 1667, date encore à retenir. Le territoire actuel est sous influence multiple. La Pologne à l'est, la Russie à l'ouest, au sud les Tatars. Fin du XVIIIe, c'est le début d'une longue période de domination russe. Les Russes annexent la Crimée, Catherine de Russie récupère la rive ouest du Dniepr. C'est le grenier à blé de l'Empire, c'est ce qu'on appelle les terres noires, et il y a une richesse importante en houille, c'est-à-dire en charbon. 1917, c'est une date très importante pour l'Ukraine, puisque c'est l'indépendance avec la fin de l'Empire russe. L'Empire russe a été victime de la révolution russe, d'abord portant des socialistes, puis ensuite les bolcheviks, et se retire de la guerre. Mais du coup, l'Empire russe disparaît. Une république populaire est proclamée à l'ouest, et une république soviétique pro-russe est proclamée ensuite autour de Kharkov. L'armée rouge va occuper le pays. En 1922, le pays va ensuite être intégré à l'URSS, ce qui fait que l'indépendance n'aura été que véritablement théorique. La période soviétique est bien sûr d'une importance majeure. Durant les années 30, les Ukrainiens ont mal vécu la période stalinienne puisqu'ils ont été victimes d'une famine organisée dans le but d'éliminer la paysannerie qui refuse la collectivisation et les nationalistes. Cette famine fera 6 millions de morts. C'est donc un moment terrible pour l'Ukraine. Durant la guerre froide, l'Ukraine est intégrée au bloc soviétique. Et en 1954, pour remercier l'Ukraine, Khrouchtchev va offrir la Crimée à l'Ukraine. En réalité, c'était purement formel, puisque l'ensemble, aussi bien la Crimée que l'Ukraine, faisait partie de l'Union soviétique. Donc, on changeait juste de république, tout simplement. Voilà. Au lieu d'être la République de Russie, c'était la République d'Ukraine. Enfin, en 1991, les choses vont se compliquer puisque c'est l'indépendance avec l'effondrement de l'URSS. Et donc, la position de l'Ukraine va être compliquée, et notamment à cause de la Crimée. Donc ça, c'est du point de vue historique. Si l'on s'intéresse à la géographie à présent. Donc cette géographie montre que l'Ukraine est un territoire un peu plus grand que la France. Qu'elle est située sur le Dniepr avec une capitale, Kiev. Deux pôles sont à noter. D'un côté, le pôle russe, de l'autre côté, le pôle occidental, et cela joue sur la carte des langues. L'ouest et le nord du pays, les habitants parlent très majoritairement ukrainien, et au sud-est, on parle russe, en Crimée, dans le Donetsk et Lugansk,
90% de russophones. Donc vous voyez que le pays est coupé en deux. Les frontières, elles. Alors, d'un côté, c'est la Russie, il y a 2000 km de frontières communes avec la Russie, et de l'autre côté, c'est l'Union européenne. Et donc vous voyez là encore ce dilemme et cette situation très compliquée, cette géopolitique compliquée, on reviendra à la question géopolitique, de l'Ukraine. Enfin, c'est un pays qui a des ressources importantes, des ressources agricoles, on en a parlé, hein, c'était le grenier à blé de la Russie. C'est une dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie malgré tout, et l'importance de la houille. La dépendance énergétique fait que c'est aussi un territoire qui est parcouru par les gazoducs à destination de l'Europe. Et donc la Russie va beaucoup jouer sur ces gazoducs et du coup faire intervenir aussi les Européens, mettre les Européens devant leurs responsabilités en quelque sorte, en mettant en jeu la dépendance énergétique vis-à-vis du gaz russe. Enfin, c'est un débouché sur la mer Noire, un débouché très très important, hein, une vaste zone ouverte sur la mer Noire, et notamment la question de la Crimée. On y reviendra. Alors, la géographie est bien donc une science dont l'objet est la description de la Terre. J'avais oublié de préciser que l'histoire, de son côté, est l'étude et l'écriture des faits des événements passés. Donc là, on a regardé dans le passé qu'est-ce qui pouvait expliquer que la Russie cherche à récupérer l'Ukraine. Et de ce point de vue-là, on a essayé de voir est-ce que la géographie peut expliquer. Là, par exemple, on voit que d'un côté, l'histoire montre que l'Ukraine a longtemps été russe, c'est même le berceau de la Russie, et la question de la Crimée qui a été donnée par Khrouchtchev à l'Ukraine en 1954. Et de ce côté, on voit qu'une partie de ce pays parle russe. Et donc forcément se considère un peu russe. Si on s'intéresse maintenant aux sciences politiques. Alors c'est assez complexe parce que c'est un pays qui est justement un peu écartelé entre l'Est et l'Ouest. Aux élections présidentielles de 2004, elles montrent un pays coupé en deux. Elles ont été remportées par le pro-russe Yanukovych, mais il a été contesté. Maïdan, ce sont des révoltes, révolution Maïdan, qui est la révolution orange avec la place Maïdan, durant de plusieurs semaines. C'est une élection qui a été jugée frauduleuse, ça a abouti donc à cette révolution orange et à un nouveau scrutin et la victoire des pro-européens. En 2014, il y a de nouvelles manifestations suite au rapprochement de Yanukovych avec la Russie. Cela déclenche de violentes répressions policières et Yanukovych est destitué. En 2019, face à tout cela, face à la corruption, face à la guerre, les Ukrainiens vont choisir un inconnu, M. Zelensky, qui va devenir président de la République. En réalité, au départ, c'est un comique qui justement singeait un président dans une série télévisée et qui est devenu lui-même président. Alors, cette élection montre le ras-le-bol des Ukrainiens, ras-le-bol de la guerre, ras-le-bol de la corruption, de la façon dont l'Ukraine est dirigée. Le contexte politique oppose donc une démocratie naissante en Ukraine à ce que l'on appelle la démocrature en Russie que nous avons déjà vu. Démocrature, c'est un mélange de démocratie et de dictature en Russie. Donc le modèle démocratique occidental ne convient bien sûr pas à la Russie. Si l'on se place du point de vue de la géopolitique, il faut d'abord s'intéresser à la question du gaz. On l'a dit, il y a des gazoducs qui viennent de Russie en direction de l'Europe et qui passent par l'Ukraine. En 2009, il y a une crise terrible et l'arrêt des livraisons, donc forcément l'Europe est obligée de s'en mêler. À échelle continentale, la Russie veut lutter contre la volonté d'expansion de l'influence occidentale. La Russie voit l'OTAN grignoter petit à petit les territoires qu'autrefois l'URSS englobait, l'Europe de l'Ouest, de l'Est, l'Europe de l'Est, mais aussi
les territoires immédiatement voisins de la Russie, et dont l'Ukraine. Du coup, en 2009, l'Union européenne veut conclure un partenariat oriental avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie, la Moldavie, la Biélorussie et l'Ukraine. En 2010, la Russie voulait créer une union douanière avec les anciennes républiques soviétiques, et du coup, l'Ukraine a été écartelée entre les deux projets d'intégration économique. Et quand vous rajoutez les questions des pro-russes, des pro-occidentales, de la langue, etc., vous comprenez que l'Ukraine, elle est écartelée. Là-dessus intervient l'annexion de la Crimée. En 2014, il y a des manifestations contre le pouvoir pro-russe en Ukraine. Le pro-russe Yanukovych se réfugie en Russie. En réaction, la Crimée, peuplée de 58% de Russes, se soulève, aidée par la Russie. Il faut bien garder en mémoire que la Russie n'est pas bien loin et qu'elle organise tout ça. L'indépendance de la Crimée est proclamée le 11 mars 2014. Le 16 mars, un référendum est organisé pour leur rattachement à la Russie. Et le 18 mars, Poutine signe le traité intégrant la Crimée et la ville autonome de Sébastopol à la Russie. Vous voyez que ça a été extrêmement rapide. Les régions de leur côté de Donetsk et Lugansk, qui sont les régions de l'est de l'Ukraine, les plus proches de la Russie, où on parle russe, on a la culture russe, prennent les armes et font sécession de leur côté, aidés par la Russie en hommes, matériel et argent. À titre d'exemple, un avion de ligne qui passait au-dessus de ces régions, le MH17 de la Malaysia Airlines, a été détruit par un missile en 2014, 283 morts. Ce missile, on sait qu'il a été construit par les Russes. On suppose qu'il a été lancé par erreur par les pro-russes en Ukraine. En 2015, à la suite de cela, il y a des accords qui sont signés. On les appelle les accords de Minsk. La France et l'Allemagne ont joué un rôle très important dans la signature de ces accords de Minsk. La souveraineté de l'Ukraine sur la région du Donbass est confirmée en l'échange d'une autonomie plus grande de ces régions. Sauf que ces accords ne sont pas appliqués. Il y a encore un territoire qui fait l'objet de convoitises, c'est la mer d'Azov. Donc la mer d'Azov, c'est la mer qui est fermée par la Crimée, justement, qui se situe entre la Crimée et la Russie. Alors, pour pouvoir relier la Crimée, qui était isolée en quelque sorte, à la Russie, Vladimir Poutine a décidé la construction d'un nouveau pont, le pont de Kertch, qui enjambe le passage justement de Kertch, le détroit de Kertch, et inauguré en 2018. C'est un verrou de la mer d'Azov. Ça permet aussi de verrouiller. C'est un point de passage désormais, mais c'est aussi un verrou pour la mer d'Azov. C'est un espace bordé par l'Ukraine et la Russie, la mer d'Azov, plusieurs ports ukrainiens et russes sur la mer d'Azov, et c'est une activité portuaire ukrainienne qui est fortement ralentie. Enfin, la mer d'Azov est une mer militarisée, il y a des navires russes qui contrôlent la mer. La base de Sébastopol, il y a une présence en navires russes très importante. Donc vous voyez que si l'on regarde du point de vue géopolitique, qui se définit comme l'étude des enjeux et des rivalités sur les territoires, on voit bien que la question de l'Ukraine est bien sûr un enjeu de rivalité sur un territoire, et même en l'occurrence sur des territoires. Et si l'on s'intéresse aux sciences politiques, on voit bien aussi que sciences politiques, sciences sociales qui a pour objectif l'étude des faits politiques, on voit bien que là encore, la question de la démocratie, la question de la manière dont est géré l'État, eh bien, ça intéresse, la question ukrainienne en tout cas, s'intéresse à ces points-là, et les sciences politiques peuvent éclairer justement cette question ukrainienne. Opposition, démocratie, démocrature, et de ce côté, bien sûr, sur la géopolitique, c'est la volonté de contrôle des territoires. La Crimée, Donetsk, Luhansk et la mer d'Azov. Au final, on voit bien que les trois thématiques éclairent bien sûr la question ukrainienne, l'histoire, avec la présence ancienne de la Russie dans la région, et même il s'agit du berceau de la Russie, le fait que la Crimée ait été donnée par Khrouchtchev
un peu pour être sympa, en 1954 à l'Ukraine, mais qu'elle est bel et bien russe. La géographie l'a confirmé par la présence de russophones très importants en Crimée, dans le Donetsk et à Louhansk. La richesse en ressources, mais aussi la dépendance en énergie, les débouchés sur la mer Noire, tout ça montre que la géographie, elle éclaire aussi la question ukrainienne. Les sciences politiques, opposition, démocratie, démocrature, et la difficile installation de la démocratie en Ukraine. Enfin, la géopolitique avec les territoires qui font l'objet de convoitises, que sont l'Est de l'Ukraine, la Crimée et la mer d'Azov, plus généralement la mer Noire.